J'aimerais lancer ce débat entre nous, il y a quelques personnes qui sont là, sur le populisme. Ou les populismes, mais il y a différentes sortes de populisme, c'est pas compliqué, mais enfin là, on est depuis plusieurs années en plein dedans, et puis au niveau de ce qui se passe au niveau de l'Union européenne, et même en France, on est largement entouré de significations populistes dans tous les sens du terme. Voilà. Voilà, comme ça. Comme ça. Comme je pose ça là. Je pose ça là. Non. Tu gardes en réserve. Non, je peux partir direct, mais si je pars direct sur le populisme, parce que comme j'ai... Je t'arrêterai. Voilà. Bon, alors je vais te donner un tout petit bout, puis ensuite on va voir comme ça. Moi, la question du populisme, c'est évidemment quelque chose qu'en plus j'ai observé du cœur du réacteur, puisque les années de montée du populisme, que ce soit principalement le populisme de la droite radicale, mais évidemment aussi d'une certaine gauche européenne. Moi j'étais au Parlement européen pendant toute la décennie 2010-2019, donc j'ai vu ça aussi, j'ai vu à la fois au Parlement européen, mais j'ai vu aussi dans les scènes politiques que j'étais censé traverser, comme la Pologne, la Hongrie et autres. Donc c'est quelque chose que j'ai touché du doigt aussi. Ça fait partie aussi des alertes que j'ai faites chez les Verts à plusieurs reprises. J'aurais dit le moment politique dans lequel nous entrons. Je me souviens en 2012, j'ai fait un papier comme ça pour le Clinique Journal qui s'adressait en fait à mes camarades verts et puis surtout aux députés avec lesquels je travaillais. Je fais, est-ce qu'il y a une réponse écologiste, une réponse verte au Front National et à ses amis? La réponse étant oui, bien sûr. Mais à une seule condition, c'est de bien entendre le moment populiste et de bien s'en saisir. Non pas pour l'embrasser et faire exactement la même chose, mais bien justement pour comprendre ce qu'il y a derrière. Bon, moi je dis souvent en rigolant que le populisme c'est le Viagra de la politique. C'est la réponse que trouve une partie de l'électorat, en tout cas de ceux qui n'ont pas renoncé à faire du vote une arme, parce qu'il y a ceux qui ont complètement renoncé et qui eux ne sont pas populistes, ils sont juste abstentionnistes, ils sont retirés en fait du jeu. Mais ce sont ceux qui n'ont pas renoncé à l'idée de faire de leur vote une arme pour récupérer de la puissance. Récupérer de la puissance de deux façons. La première, en faisant chier, ça compte aussi. Il y a une façon aussi de dire je mets des bâtons dans les roues du système. Donc il y a déjà cette première tentative de récupération du pouvoir. Mais l'autre, en se disant aussi toutes les contraintes dont on me dit qu'elles nous empêchent quel que soit le discours, vous complétez, eh bien en fait c'est n'importe quoi, il n'y a pas de contraintes et normalement la volonté doit pouvoir l'emporter sur tout. Et c'est ça en fait que les leaders populistes utilisent, c'est cette espèce d'idée que oui, on peut s'affranchir des contraintes du réel. Oui, on peut continuer à dire, indépendamment des contraintes qui s'adressent à nous. Donc moi, c'est pour ça que j'ai trouvé ça très intéressant de voir monter dans toute l'Europe, surtout en période de crise, une espèce d'exigence d'efficacité, d'exigence de reprendre le pouvoir. J'en ai encore sous la main, mais je pense que c'est bien de... Alors, moi, la question du populisme, c'est une question qui me touche énormément parce que je crois qu'elle est habituellement mal définie dans l'espace public. Parce que on nous explique que le populisme, c'est pas un concept précis, c'est une façon de désigner l'autre pour l'exclure, dire « ah, tu es un populiste ». Ou alors, au contraire, c'est une manière positive de dire « ben oui, comme Jean-Luc Mélenchon, ben je suis populiste », ce qui veut dire « je suis proche du peuple ». C'est ce que disait à un moment donné Jean-Luc Mélenchon. Alors, si j'ai travaillé sur le populisme, c'est pour pouvoir cibler le concept en disant que c'est quelque chose de spécifique qui peut être diagnostiqué à une période donnée et qui n'est pas la généralité. Par exemple, ce n'est pas à confondre avec la démagogie. Un populiste est forcément démagogue, mais un démagogue n'est pas forcément populiste. De la même manière, puisque la démagogie, c'est juste une tendance, pour ainsi dire naturelle, des démocraties représentatives. Il faut être élu, donc je dis quand même un certain nombre de choses, à la marge parfois un peu plus, parfois trop, mais bon, c'est ça, la démagogie. Et deuxièmement, ce n'est pas non plus être proche du peuple. Alors, la définition la plus basique, la plus nodale, pour moi,
c'est parler à la place du peuple. Et alors là, ça change tout. Parce que si je parle à la place du peuple, c'est que je n'ai plus besoin de représentants du peuple, puisque je parle à sa place. Mais ça suppose quoi si je parle à la place? Si je parle à la place, suivez la logique, c'est que j'ai donc une relation directe, donc une relation quasi mystique avec le peuple. Donc j'entends les voix, j'entends le peuple, je sais ce que... Mais pour que j'entende ce que le peuple dit, ça ne peut pas être rationnel. Ça peut être qu'une émotion, parce que sinon je ne peux pas l'expliciter. Donc c'est l'émotion du peuple. C'est l'émotion du peuple. En général, les hommes politiques populistes, dans une période non populiste, n'ont simplement pas de succès. C'est-à-dire c'est des humoristes, des journalistes un peu excités à la Zemmour, des gens comme Trump qui sont même plus ou moins un faux milliardaire, mais qui est en réalité un type qui a un saltimbanque. C'est des gens comme ça. Ils n'ont aucun succès, ils n'ont aucun impact. Lorsqu'ils ont un impact, c'est lorsqu'à un moment donné, pour des raisons données, et c'est la deuxième partie là, il faut vraiment analyser, ça marche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, paf, cette émotion que prétend ressentir le populiste, eh bien, elle est partagée. Cette émotion, je vous ai dit que c'était une émotion, mais c'est une émotion qui a une nature particulière. Cette nature de cette émotion, c'est une émotion, un sentiment de perte. C'est-à-dire la perte de quelque chose. Alors ça commence effectivement cette perte par la perte du point de vue économique. Mais ça ne suffit pas, la perte du point de vue économique. Parce que tant qu'on arrive à maintenir les apparences, comme on dit, quand on arrive à maintenir les apparences, on n'est pas encore dans une situation populiste. C'est lorsque la perte devient une perte. Alors j'emploie un terme qui est un terme peut-être un peu, scientifique, mais qui en réalité est très concret. C'est d'une perte symbolique. La perte symbolique, c'est simple. Ça veut dire juste une chose, ça a l'air d'être compliqué. C'est simple. C'est que, comme nous sommes tous dans un théâtre, et que notre vie est un théâtre, et que nous jouons tous un rôle, c'est-à-dire, je ne vais pas vous refaire Ricoeur, la narration, on se raconte, etc. Shakespeare. Exactement. Le truc, c'est que, à un moment donné, ce que je dis n'est pas reconnu pour ce que je voudrais faire entendre. Et ce que je dis, pas seulement avec mes paroles, ma manière de m'habiller, etc. Si quelqu'un rompt avec la mise en scène que je fais de moi-même, qui en fait partie de moi, d'accord, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque une vexation. Une vexation, c'est quoi? C'est une blessure narcissique. Une blessure narcissique, le nom collectif de la blessure narcissique, c'est le sentiment de la perte identitaire. C'est la question identitaire, c'est-à-dire être identique à soi-même. Et donc, lorsqu'il y a un sentiment de perte qui est lié à l'identité et qui donc n'a pas un objet rationnel précis, on ne peut plus discuter. Et c'est ça le problème du populisme. C'est impossible de discuter. C'est pour ça que le risque du populisme, et maintenant je donne un exemple concret, parce que vous avez parlé de populisme d'extrême droite, de gauche, etc. Moi, je suis de ceux qui pensent que cibler le populisme, c'est cibler un processus qui, au nom de cette émotion, rompt avec les antagonismes qui sont des antagonismes de classe sur lesquels sont fondés les antagonismes d'intérêt qui déterminent des antagonismes partisans. Et donc ça rompt le discours rationnel. Ce qui fait que c'est comme avec les Gilets jaunes, il y a quelque chose de populiste. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort. Vous allez y revenir. Exactement. C'est que d'un seul coup, on a des gens qui sont petits commerçants et qui demanderaient une défiscalisation, moins d'impôts. Puis on a des gens qui sont au contraire plutôt salariés, qui demanderaient au contraire plus d'impôts, plus de redistribution. Et ces gens-là, ils communient dans la même émotion alors qu'ils ont des intérêts parfaitement antagonistes. Ça, c'est typiquement populiste. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas raison dans ce qu'ils éprouvent. Ça veut dire qu'à un moment donné, ce sentiment, il est tellement éprouvé de façon intense et forte qu'il rejoint, c'est-à-dire que ces hommes politiques-là qui jouent ce jeu-là, d'un seul coup, ils arrivent à construire une majorité au centre, mais pas la majorité d'Emmanuel Macron, une majorité au centre, dans cette émotion qui va grappiller à droite comme à gauche. C'est ça qui est intéressant dans le discours, dans l'évolution du Front National vers le Rassemblement National, dont le Rassemblement National est l'évolution, c'est que tout au long des années 80, même au début des années 80, en 81, lorsque Jean-Marie Le Pen parlait de François Mitterrand élu en 1980, en mai 81, comme chacun sait, il disait « c'est l'horreur, c'est la soviétisation de la France, c'est la gauche c'est horrible et tout ». Quand Marine Le Pen parle de l'autre François, de François Hollande, elle dit « c'est horrible, il a abandonné le peuple, il a abandonné, donc il n'est pas vraiment de gauche ». Autrement dit, moi je suis vraiment de gauche. Et en réalité, elle a raison, c'est-à-dire qu'elle prend des thèmes de gauche comme des thèmes de droite, elle s'en fout complètement, c'est seulement l'émotion. Quand vous discutez, je ne sais pas si tu as déjà fait, avec un vrai populiste, dans un débat public, moi je l'ai fait avec le numéro 2 du FN, à l'époque, je ne me souviens plus comment il s'appelle.
Non, À après, Lyon. après quand même, je n'étais pas si vieux que ça. Non, un type qui a un nom en I, qui fait un peu italien, ou comme... Jacobelli. Je sais pas, enfin je sais plus, je me souviens pas des noms des gens, je me souviens à peine du nom des enfants. Laurent Jacobelli. Mais, donc on discute, voilà, ouais, c'est pas grave. Donc on discute, c'était sur la question de l'euro. Vous savez, la question de l'euro. Moi je suis d'accord qu'on peut être pour ou contre l'euro, qu'on peut être pour ou contre l'Union Européenne, etc. Mais là, le débat était juste dingue, parce qu'il disait, et j'en finirai par là, après on détaillera plus s'il faut. Je relancerai quelque chose. Voilà. Ici, on discute et je lui dis, mais votre argument sur l'accroissement de l'inflation, c'est un argument qui est faux. D'abord parce que l'inflation tendancielle avant l'euro, elle avait à peu près la même courbe, voire un peu plus. Ensuite, ceux qui sont restés, par exemple la livre sterling, elle a aussi subi l'inflation, donc l'argument me semble fallacieux sur l'argument de l'inflation. Ça ne veut pas dire qu'on peut être pour, ça peut dire qu'on ne peut pas être contre, pardon. Mais le type, au bout d'un moment, était complètement agacé et il me dit, alors là c'est caractéristique pour moi du populisme, il me dit, en gros, de toute façon, on s'en fout de ce que, en gros, on s'en fout de ce que vous racontez, vos arguments rationnels, économiques, etc. La ménagère qui va acheter, qui remplit son caddie, elle le sent et moi je le sens avec elle. Ah, je veux dire, c'est merveilleux. Exactement ça. Là, on est en plein dans le populisme. Voilà, exactement. Et elle le sent. J'éprouve cette émotion, donc c'est pas discutable, puisque c'est une émotion. Alors, moi j'ai distingué, j'y reviendrai si on me demande, mais le populisme des années 30 que j'appelle solide, parce qu'il est fondé sur une idéologie, avec le populisme actuel que j'appelle liquide. C'est un petit concept que j'ai un peu élaboré. J'y reviendrai si vous voulez, pour dire quelles sont les caractéristiques de notre populisme actuel. C'est sa liquidité. D'autant plus que... Ah, excuse-moi, C'est vas-y. pas de problème. Moi, il me semble que vous êtes parti immédiatement sur le populisme idéologique représenté par des partis. Moi, il me semble quand même que depuis l'élection de Chirac en 2002, le fait qu'il y ait eu ces premiers affrontements face à Le Pen qui est au second tour, que Chirac, étant élu avec 80%, il n'a pas répondu à ce qu'attendait l'ensemble l'Union nationale française, c'est-à-dire une espèce de compromis national et l'Union nationale démocratique. Je rajoute à cela le référendum de 2005 sur la Constitution européenne. On demande aux gens de voter, en France comme dans d'autres pays. Débat passionnant, il y a beaucoup de votants, il y a un nombre de votants extrêmement important. Vote, le non l'emporte. L'opinion, les dirigeants politiques, qu'ils soient en France ou ailleurs, n'ont rien à faire. On passe au traité de Lisbonne, qui est la copie relativement la même. Ce qui fait que, à ce niveau-là, la déstabilisation, la désorganisation, le côté effondrement des formations politiques constituées. Je parle de la France, mais je peux parler des autres pays. Pas tous. C'est moins en Espagne, mais en Grèce, ça a été le cas. En Italie, c'est évidemment le cas. Chez nous, c'est totalement le cas. Cet effondrement aboutit. Avant les Gilets jaunes, je pense que beaucoup de gens l'oublient. Bien sûr, ça. Moi, je l'ai pas oublié. Les bonnets rouges. Les bonnets rouges en Bretagne, et ça commençait tendanciellement, avant que Ségolène Royal et le gouvernement sous la direction de Hollande disent non, on arrête tout, on stoppe, parce que ça commençait à polariser sur l'ensemble du territoire français. Et pour moi, c'est la signification d'un mouvement populiste qui amène au fur et à mesure à ce que, je schématise, ça aide évidemment l'extrême droite française et les extrêmes droites françaises dans cette dernière présidentielle, qui arrive à un score, on est là à s'étonner du score italien, du score de la montée de l'extrême droite en Allemagne, c'est horrible, et en Suède, et je pourrais faire le tour de l'Europe. Avec le système italien, si ça se trouve, Marine Le Pen serait au pouvoir. Voilà, Non, donc, on s'inquiète parce que l'Allemagne et l'Italie, a priori, c'est d'accord, ok. c'est comme la grenouille. Hein. Oui, mais enfin, nous, on avait Pétain. Mais non, mais bien sûr. Je sais bien que tu le sais. Donc, à ce niveau-là, les deux mouvements qu'on a eus, bonnet rouge, gilet jaune, bon, moi, j'ai jamais connu, mais en France, un mouvement qui dure pendant 2 ans. Il s'arrête pourquoi? Parce qu'il y a le Covid. Bon, c'était en légère descente, hein. Mais il s'arrête parce qu'il y a le Covid. Bon, et donc dans ce cadre-là, ça amène, et à droite, enfin surtout à l'extrême droite, et à une partie de la gauche, c'est pas le même populiste, à avoir une écoute dans l'opinion publique,
plus forte que ce qu'il n'avait. Parce que sinon, je ne peux pas expliquer. Moi, Je je pourrais- dirais une émotion. Bien sûr. Je ne pourrais pas expliquer comment, même si Jean-Luc Mélenchon a beaucoup appris, qu'il est brillant, on a déjà discuté hier soir, il est brillant, mais quand même, qui pouvait penser qu'un type comme lui, relativement dur, puisse avoir une telle... permettre à une grande partie de la gauche française et de l'électorat écologiste français de se dire il a en partie la bonne réponse. Et on ne peut pas dire autre chose. Il est dans ses expressions. D'ailleurs, il a, entre ces deux présidentielles dernières, à un moment donné, il n'était plus ni à droite ni à gauche, il était peuple. C'était quelque chose qu'il avait théorisé. Bon, en même temps, il est allé chercher ça chez Errejón et Iglesias en Espagne. En 2013, je le classe dans les populistes, Ouais. moi, Mélenchon. Mais, dans mon cas, sur le... mais je pense qu'effectivement, il a. Enfin, moi, je ne veux pas parler trop longtemps de Mélenchon parce que je pense que c'est aussi un épiphénomène de notre spectre politique. Merci en fait de revenir à 2002-2005. Pourquoi ? Parce que ça ne conteste pas du tout cette histoire de perte. Au contraire, d'autant plus que quand on regarde l'un des éléments sur lesquels les mouvements populistes se sont cristallisés, c'est justement la perte, c'est le sentiment d'être d'une majorité opprimée. C'est assez étonnant quand même. Ce ne sont plus des minorités, c'est une majorité opprimée. Nous sommes la majorité et on ne nous laisse pas exprimer notre majorité, c'est-à-dire d'être généralement des hommes blancs cis hétéros, non végétariens, non cyclistes, enfin vous voyez ce que je veux dire. En faisant du barbecue. En 2015, lorsque le PiS, c'est-à-dire Prawo i Sprawiedliwość, arrive au pouvoir en Pologne, l'une des premières déclarations du ministre des Affaires étrangères, c'était qu'il était temps de rompre avec ces gouvernements de cyclistes et de végétariens. C'est la dictature des minorités, soi-disant. Exactement. En fait, c'est ce que j'appelle la majorité quantitative devient minoritaire qualitativement. Exactement. Il y a une inversion. Elle se pense Et qualitativement. donc elle a l'impression d'avoir perdu sa majorité. C'est l'idée d'être encerclée. Ouais. Donc ça c'est tout à fait juste. Moi je me souviens, j'ai envoyé un message à mon groupe, je fais apparemment on était au pouvoir en Pologne et on ne le savait pas. Mais bon, donc merci beaucoup parce que ce sentiment de perte en fait il s'ancre dans quelque chose de plus long. C'est le temps long des évolutions sociétales, des revendications, des modifications, du fait que nos sociétés sont plus exactement comme elles étaient il y a 20 ans ou 40 ans ou 60 ans. Donc ça de toute façon ça marche. Mais ça explique évidemment une partie du mouvement populiste. Mais sans ce que vient de rappeler Jean-Luc, je pense que le mouvement populiste n'aurait peut-être pas pris la forme qu'il a pris. Ce que tu décris en 2002-2005 pour nous, est-ce qu'on pourrait décrire dans la plupart des autres pays, en particulier en Pologne, où par exemple, c'est un pays que je connais bien, en particulier en Pologne, où en gros le gouvernement s'est contenté d'un minimum, d'un service minimum en ce qui concernait les politiques sociales, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de gauche. Comme il n'y avait pas de gauche, ils pouvaient se permettre d'être tranquilles. Et en fait, c'est toute la politique sociale, y compris la redistribution keynésienne, a été récupérée par la droite radicale. Là, je ne parle même pas de populisme, c'est la droite radicale, c'est la droite de Kaczynski et autres, avec des programmes de redistribution natalistes, certes, mais des programmes de redistribution keynésiens. Quand on donne 500 zlotys par enfant et par mois, ça fait de la thune quand même. Ça fait une centaine d'euros et le salaire minimum polonais, il a beaucoup augmenté, mais il n'est quand même pas tout à fait au niveau de la moyenne européenne aujourd'hui. Donc là, il y a bien quelque chose de l'ordre du bascule. Et donc il y a bien le sentiment qu'il manque quelque chose, qu'il y a une certaine impuissance en fait, que les politiques, ou plus exactement ceux à qui on a accordé notre confiance, ne s'occupent pas nécessairement du bien commun. Et c'est là où je voulais en venir, parce qu'en fait, il y a quelque chose de l'ordre de la rupture du contrat social qui est plus profonde que celle simplement de « ils ne tiennent pas leurs promesses ». Parce que des politiques qui ne tiennent pas leurs promesses, c'est pas nouveau. On a connu d'autres. C'est pas nouveau. Je veux dire, les 110 propositions de Mitterrand, on peut faire l'inventaire de celles qui ont été tenues, il y en a quand même quelques-unes. Il y en a quand même quelques-unes qui sont restées dans l'espace public sans être nécessairement mises en œuvre. Et ça n'a pas... C'est le seul, il y en a assez peu. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que ça ne déclenche pas nécessairement de révolte ou autre. Ni de grande joie. C'est là où je voulais en venir. C'est que la rupture du pacte social, elle est plus profonde. Elle est de l'ordre, à mon avis, et c'est ce que moi j'essaye d'analyser par exemple dans un certain nombre des chapitres des 7 piliers, elle est de l'ordre de la prise de conscience que peut-être, et ça c'est un vrai problème, les gens à qui on a accordé notre confiance démocratique n'ont pas notre bien public au cœur.
peut-être qu'ils ne sont pas là pour faire ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire pour faire servir l'intérêt général. Peut-être qu'ils sont au service de quelque chose d'autre. Et c'est le début, en fait, du délitement. Parce que s'ils sont au service de quelque chose d'autre, ils sont au service de quoi? Et bien alors, ensuite, une fois que vous avez les 3 petits points, le petit blanc à remplir, et bien le petit blanc, il peut être rempli par beaucoup de choses. Big Pharma, la trilatérale, le Poutine, la franc-maçonnerie, mais aussi les Américains, les Juifs, Bilderberg, les Juifs, mais aussi les musulmans, les qui musulmans. maintenant tournent de plus en plus fort, Non, parce mais- que comme ils sont vraiment minoritaires, Voilà. ils sont majoritaires qualitativement, faut pas le Le lobby LGBT, etc., Évidemment. etc. Donc en fait, ces 3 petits points de suspension deviennent en fait le moteur du populisme. Parce que c'est là où effectivement il y a non seulement un sentiment de perte, mais il y a aussi un sentiment, comment dire, d'abandon et d'impuissance vis-à-vis de quelque chose qui, à mon avis, est central dans ce que moi j'appelle la tour effondrée de nos croyances, c'est-à-dire qui est central dans le fait que le pacte public est rompu, c'est est-ce que les gens à qui j'accorde une confiance ont vraiment mon bien, ou le bien général, parce qu'évidemment, c'est peut-être pas des représentants de ma classe qui ont été élus, mais a priori, ils ne sont pas là pour me taper dessus. Est-ce qu'ils ont vraiment mon bien, notre bien commun à cœur? Et ça, je crois que c'est cette rupture-là, ontologique et politique, qui est très forte et qui est généralisée. A priori, ça c'est lucide. Mais oui, mais Alors, le peuple n'a jamais tort de se révolter. Je dirais que, moi, alors je vais donner le sentiment d'être dans le philosophe dans l'abstraction totale. Moi je pense que c'est un problème métaphysique. Et quand je dis un problème métaphysique, je veux dire que c'est l'incapacité à envisager le réel au-delà de ce qui semble être notre intérêt matériel direct. Et le fait est que ce que tu décris justement comme étant, ça pourrait être les juifs, ça pourrait être les LGBT, ça pourrait être, etc., 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 etc. Ça, c'est ce que j'appelle les métaphysiques négatives. Pourquoi j'appelle ça les métaphysiques négatives? Parce que quand on n'arrive pas à projeter une foi au-delà de la matière telle qu'elle existe, on a quand même besoin de justifier ce sentiment de manque qu'on vient d'analyser en lui donnant... Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est bon, c'est bon. En lui donnant une raison d'être. Et pour lui donner une raison d'être, comme on ne peut pas projeter une métaphysique positive, on projette donc des métaphysiques négatives, c'est-à-dire qui tire les ficelles derrière le rideau, en gros. C'est ça les métaphysiques négatives. C'est-à-dire c'est derrière le rideau, c'est en négatif, c'est toujours le négatif de notre vie, comme un négatif photographique, c'est derrière, ou comment? Parce que sinon, c'est pour ça que je dis que c'est un problème profondément métaphysique, parce que sinon, ça voudrait dire que, et c'est une souffrance au carré, de se dire que notre souffrance n'a pas de sens. Et donc, au moins, je souffre, Exactement. mais elle a un sens. Parce que c'est les Parce qu'il y a les salauds. Alors que moi, sinon, ça voudrait dire que c'est moi qui suis con. C'est-à-dire, c'est moi qui suis... Donc, c'est pas possible. Puisque là, l'espèce humaine, elle se refuse absolument à faire ce type de... Parce que ça empêche de jouer sur la scène. Donc, pour continuer à jouer, on joue, mais avec les métaphysiques négatives. Et donc, il suffit qu'il y ait un type qui arrive sur la scène et qui dit « Vous avez raison, moi je sais, j'éprouve la même chose que vous. » Et alors là, sur l'histoire de populisme liquide, justement, pour revenir à ce que disait Jean-Luc, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est que, pour moi, une des caractéristiques du populisme actuel, que j'appelle liquide, cette histoire de populisme liquide, ça a plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'il ne peut pas se fixer sur une idéologie, donc c'est de l'opiniologie, pour moi. C'est-à-dire, c'est... Voilà. Tout à fait. Il ne peut pas se fixer en raison même de la rapidité de l'information actuelle, Twitter, etc., tout ça. Et en plus, il ne peut pas se fixer non plus sur un parti, ce qui fait que ça devient un certain nombre de thèmes qui vont rayonner dans l'ensemble, comme une sorte de force d'attraction dans l'ensemble du système, avec lesquels tous les partis vont devoir négocier en permanence. Et il a aussi cette caractéristique, je ne sais plus ce que je voulais dire, la troisième qui est très importante. Oui, il a la caractéristique de, au lieu de renverser les institutions, comme quelque chose de solide qui renverse les institutions, comme il est liquide, il ronge les institutions. Par exemple, sur la laïcité, qui est un peu mon cheval de bataille que j'ai abandonné, mais que j'ai abandonné, eh bien, au lieu de dire on renverse la laïcité, à la place, on ronge
l'institution de la laïcité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Ben, on le mésinterprète, on l'interprète dans le sens d'un hygiénisme identitaire, on fait, etc., etc., etc. Et donc progressivement, on se trouve dans une situation où les institutions sont rongées de l'intérieur, où les thématiques se diffusent d'une manière générale et elles sont appropriées par chacun, donc ça devient le critère. Et donc on ne peut plus... Alors, ah oui, c'est là où je voulais en venir. L'autre caractéristique, c'est que les cibles qui sont derrière le rideau, contrairement à la fixation idéologique, elles changent en temps réel à grande vitesse. Et non seulement elles changent à temps réel à grande vitesse, mais elles produisent des alliances complètement démentielles. C'est très baroque. Je prends des exemples. Ouais, pardon, vas-y. Regardons les différents mouvements qu'on va appeler populistes au sens large. Je prends la Grèce, Syriza. Je prends l'Espagne, Podemos. Je prends, on n'a pas encore, on verra, mais l'initiative LFI, France Insoumise, qui est un mouvement liquide, hein, c'est gazeux. Il est allé au-delà. On a vaporisé. Dans l'électorat, pour moi, il est liquide. Ah ouais, il est pas liquide, d'accord. Et on s'aperçoit, alors je prends parce que là les faits sont déjà là, j'ai oublié le mouvement 4 ou 5 étoiles. 5 étoiles, c'est beaucoup plus populiste que Syriza. Ah oui. Syriza, moi je suis... Vas-y, excuse-moi. Syriza remplace le PASOK. Oui, mais... Donc, si tu veux, l'histoire grecque, que je connais un peu aussi, l'histoire grecque, l'électorat du PASOK, qui était pendant des années et des années à 30-35%, tout d'un coup disparaît à 5%, ils sont fait remonter depuis. Et Syriza, l'intelligence des dirigeants de Syriza, ce qui est la même intelligence d'ailleurs que les dirigeants de Podemos, que les dirigeants de la LFI. Il y a des gens là-dedans qui ont une culture, des cultures, qui sont pas uniquement dans l'invention baratinée. Non, il y a du fond derrière. Bien sûr, bien sûr. Mais derrière, l'électorat, j'en viens là, c'est qu'il est extrêmement volatile et extrêmement liquide. Dans le sens où il y a une aspiration. Ça répond, évidemment, à une partie d'aspiration. Je fais exprès de prendre la gauche, là. Et de ne pas prendre les exemples inverses qui existent avec l'extrême droite, voire fasciste, qui existent dans le pays. C'est l'explication qu'on peut donner à la recrudescence de l'extrême droite allemande, même la partie nazie. Donc voilà. Donc à ce niveau-là, tout ça, c'est... tout le monde le sait. Nous vivons une période de déstabilisation généralisée, de déconstruction politique. Nous ne sommes pas, pour moi, dans la période de reconstruction. Pas encore. Pas du tout. Pas du tout. C'est clair. Juste un petit exemple que je veux donner, parce que je le trouve tellement caractéristique et caricatural qu'il est même drôle, c'est que Manif pour tous, main dans la main des catholiques, de certaines franges de catholiques intégristes, avec des islamistes, main dans la main. C'est-à-dire les que... évangéliques, Et les évangéliques. Et ils ont le sentiment, un sentiment de perte de leur identité qui, là, de seul coup, ils se partagent. Les types, ils se partagent. Mais le lendemain, à nouveau, c'est les islamistes qui enlèvent leur identité aux mêmes catholiques intégristes. C'est-à-dire que ça, c'est un truc typiquement liquide. Et la seule chose qui reste à la fin, c'est le sentiment de la perte, sans qu'on sache exactement ce que c'est, ce qui est de plus en plus grave, et sans qu'on puisse même... Alors c'est pas si plus grave, mais on n'arrive même pas à cibler des boucs émissaires stables. Ça devient un truc complètement... Mais c'est très troublant, effectivement, parce que effectivement, c'est ce qui donne la difficulté à faire une taxonomie. C'est pour ça que j'ai réagi sur Syriza, parce que Syriza a un programme, par exemple, un programme qui ressemble grosso modo à celui de la gauche dite socialiste, social-démocrate des années 80. Oui. Alors que Cinque Stelle, ça c'est très intéressant, beaucoup plus intéressant je trouve, parce que Cinque Stelle n'est devenu une espèce de mouvement populiste de gauche que parce qu'il est rentré dans un gouvernement avec la droite radicale, tout aussi démagogue et populiste, elle avait les deux, hein, et donc c'était l'espace politique qu'il pouvait occuper. Mais en fait, à la base, Grillo ressemble bien au clown, exactement, au clown dont tu parlais, mais ouais. Grillo est vachement de droite au fond, hein, quand on l'écoute. C'est son mouvement qui, lui, en revanche, était pas sûr. Quand ils ont fait leur référendum sur faut-il ou non rejeter les réfugiés à la mer, c'est la partie, on va dire, humaniste qui a gagné, de peu, mais quand même. Et Grillo était bien emmerdé. Mais bon. Ils auraient bien balancé. Exactement. Lui, il était plutôt du genre, oui, mais non, enfin...
Bref, parce que derrière Grillo, il y avait aussi Casaleggio, et Casaleggio, lui, pour le coup, c'est un trader, etc. Lui, il est vraiment de droite. C'était lui, le copain de Nigel Farage. C'est comme ça que le groupe EFDD a été formé au Parlement européen, etc., etc. Bref, ça, c'est de la cuisine. Moi, il y a deux choses que je voudrais rajouter à cette... c'est pas du tout de la contradiction, c'est plutôt de la nuance. Non, 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 c'est plutôt de la nuance. Un sur les Gilets jaunes. Alors moi, j'ai pas discuté avec le numéro 2 du Front National, mais j'ai animé un débat inversé en plus, c'est-à-dire un débat dans lequel le public a d'abord la parole, avant que ce soit d'autres, avec une vingtaine de Gilets jaunes qui étaient venus en soutien de Priscilla Ludowski, qui est une jeune femme d'ailleurs qui aurait mérité d'être un peu plus mise en valeur comme leader des Gilets jaunes, parce que elle n'a pas été choisie par la presse. Parce qu'elle n'a pas été choisie par la presse, parce qu'elle disait des choses intelligentes qui, pour le coup, auraient permis de ne pas disqualifier le mouvement social français. Bref. Hey, bonjour. Une rencontre. Donc ça, c'est la première chose. Et c'était absolument passionnant. C'était passionnant parce que, en gros, bon, il y avait de la colère, il y avait de l'émotion, il y avait énormément de difficultés, il y avait surtout deux choses. Il y avait une frange, en fait, qui était totalement irréconciliable, qui refusait la réconciliation, en fait. Ils étaient là pour en découdre. Pas nécessairement violemment, parce que c'est des gens civilisés quand même, hein, je veux dire, mais ils étaient là pour dire tout le mépris qu'ils avaient pour ça, et pour soutenir leurs camarades, etc. Mais il y avait quand même une majorité écrasante de ce groupe d'une vingtaine, 25, qui était là pour être ramenés à la maison. Qui était là parce qu'ils veulent revenir dans la conversation citoyenne. La démocratie, c'est d'abord ça, c'est une conversation entre citoyens. Conversation plus ou moins civilisée, plus ou moins compréhensible, mais une conversation. Conversation qui suppose qu'on ait au moins deux choses. Un, la reconnaissance d'une égalité dans le dialogue, parce que sinon il n'y a pas de conversation, c'est un cours ex-magistral, ex-cathédra, ou éventuellement n'importe quoi de corbeille de bourse. Et puis deux, l'idée quand même qu'on ait un langage commun. Un langage commun, c'est pas nécessairement une langue, hein, c'est des références communes. Le fait que quand je dis bleu, bah, tout le monde voit à peu près de quelle couleur je parle. Et on n'est pas justement en train de s'inventer des trucs. Et ça, c'est des choses qui sont en train de se déliter, justement. La conversation est en train de se déliter, les références communes sont en train de se déliter. Néanmoins, il y avait bien cette volonté de rester, ou de forger, ou de former encore une conversation, et donc d'être pris en compte. Ça, je pense que c'était très important. Ça veut dire que le populisme, n'est pas une maladie incurable, du tout. Au contraire, je pense que s'il y a justement des gens qui sont capables de prendre soin de la démocratie, c'est un slogan que j'aime beaucoup, que j'ai piqué à une copine qui n'a pas réussi, mais qui avait fait une belle campagne législative là-dessus. Prendre soin de la démocratie, c'est bien de ça dont il s'agit. Il s'agit véritablement de descendre, pas seulement dans la rue, mais partout, pour ramener, sur les ronds-points en fait, pour ramener l'intégralité de ceux qui veulent encore faire partie d'une conversation nationale, ou en tout cas d'une conversation citoyenne. Ça, c'est le premier jeu. La deuxième, c'était sur la fluidité et l'émergence des mécanismes de pouvoir qui s'exercent sur nous. Il y a un acteur là-dedans qu'on a tendance à négliger, mais qui est en fait toute la production audiovisuelle et d'ailleurs aussi écrite des 20 dernières années, qui fonctionne comme un énorme instrument de dévoilement du pouvoir. Remarquable, avec beaucoup de talent. Moi, je suis un grand fan de West Wing, comme j'ai beaucoup aimé aussi son double négatif, qui est House of Cards, mais tout le reste, que ce soit le Bureau des légendes, pour parler des bonnes Barons Noirs, qui sont de remarquables productions françaises, mais toutes les autres, qu'elles soient comiques comme Parlement, ou gentiment satiriques comme Parlement, ou extrêmement solennelles, justement, comme West Wing. Il y a toute une organisation de dévoilement du pouvoir, de dévoilement de ce qu'il y a derrière, des forces cachées, des complots. Regardez Goliath, par exemple. Goliath, c'est remarquable. Il y a une scène absolument phénoménale de deux fêtes, où on voit très bien aussi la fête des nouveaux aristocrates, et puis ceux qui sont leurs victimes, entre guillemets, les nouveaux serfs. Eh bien, en fait, toute cette production audiovisuelle et littéraire fabrique aussi un imaginaire, j'allais dire un imaginaire du complot, c'est pas le bon mot parce que c'est pas le cas, mais un imaginaire du réalisme politique, de la lucidité, comme tu l'as dit très justement. Et donc elle fabrique ça, et ça c'est très important parce que ça, pour moi ça fait partie de la maturité. En fait, là où je voulais en venir,
C'est pour ça que ces deux éléments, aussi bien la conversation avec les Gilets jaunes et la volonté d'être réintégré, que justement cet imaginaire. C'est que je pense en fait très fortement que le populisme est une crise de maturité de la démocratie. Le populisme que nous rencontrons aujourd'hui. C'est pas une maladie, ou alors si c'est une maladie de l'âme qu'on a quand on a du vague à l'âme d'adolescent qui grandit et qui ne sait plus trop où il en est. Il y a en fait dedans, pour moi, deux choses. Il y a le refus des autorités héritées, parce que ces autorités, on ne les reconnaît plus comme légitimes, pour des tas de bonnes et de moins bonnes raisons. Mais il y en a quelques-unes qui sont plutôt bonnes, il y en a quelques-unes qu'on peut discuter. Mais il n'y a pas encore suffisamment de maturité. Il n'y a pas encore suffisamment de maturité pour être capable de se donner à soi, de se doter soi-même, collectivement, des moyens de résoudre cette crise d'autorité. Donc en fait, pour moi, il y a une vraie crise de maturité de la démocratie, une crise adolescente, qui fait que quand on est adolescent, qu'on a bien chié dans les bottes du père, bien voué toute la famille aux gémonies, fait Fanny je vouais, etc., il y a deux possibilités. Soit on est capable de prendre son petit bâton de pèlerin et de se construire soi-même, soit on se précipite dans les pattes du premier général ou la première autorité venue. Que cette autorité, ça soit un gourou.com, un imam sur le coin, un général français ou de pacotille, peu importe. Mais bien voilà, je suis désolé, c'est un peu oedipien, mais cette recherche du verbe. Mais voilà, c'est ça que je voulais ajouter à ça. Il y a pour moi dans le moment populiste européen que nous vivons aujourd'hui, enfin européen, occidental, parce qu'il marche aussi aux États-Unis, même s'ils ont une culture politique pour le coup un peu plus compliquée dans ces, qui ne fonctionne pas exactement avec les mêmes ressorts que le nôtre. Ça dépend des États. C'est une vraie plutocratie en fait, alors que nous on n'est pas une plutocratie. On est une démocratie une démocratie échouée, mais on n'est pas une plutocratie encore. Les États-Unis, c'est un état de droit et une plutocratie. Presque officiellement. En plus. Ouais. Voilà, exactement, sans se poser de questions. Mais c'est aussi un état de droit, donc c'est un état de droit plutocratique, c'est un peu compliqué comme taxonomie, je trouve. Mais peu importe. Voilà, je voulais juste mettre ça en disant que le moment populiste que nous vivons aujourd'hui en Europe et même dans l'Occident, c'est un mouvement dont je pense qu'il est totalement possible de ne pas ressortir par le haut, et certainement pas par la nostalgie de c'était mieux avant quand on avait des partis bien organisés, avec des militants bien organisés, avec une forme d'engagement citoyen bien organisée, etc. Je pense que tout cela est derrière nous, mais qu'il est tout à fait possible de sortir de la décomposition. Alors je suis totalement d'accord, on n'est pas encore du tout rentré là-dedans, on est complètement en train de s'effondrer, alors plus ou moins rapidement, mais une fois qu'on aura ça, il sera possible de reconstruire parce qu'en fait on peut reconstruire sur les ruines lorsque c'était des ruines, lorsque c'était un effondrement nécessaire. Voilà. Oui. C'était un peu long, je suis désolé, mais c'est ça ça me tient à cœur en fait ce truc. Moi je vais revenir sur à nouveau mon histoire de confiance, de foi, de cette histoire métaphysique, parce que ce que je crois simplement, c'est qu'on est passé. Depuis le 19e siècle, on a été dépositaire de principes de liberté, d'égalité, etc., fraternité, toute une série de choses, qui sont des principes indissociables d'une forme de pari transcendant. C'est-à-dire, c'est un principe, par définition, c'est une qualité. Une qualité, c'est ce qui n'est pas quantifiable. Donc une qualité, c'est ce qui transcende toute quantification possible. C'est-à-dire, je fais le pari qu'il y a liberté. Mais si je fais le pari de la liberté dans le vide, c'est-à-dire, d'accord, on est libre. Si on lit, par exemple, tu vois, la réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?», le texte très court, en plus destiné au grand public d'Emmanuel Kant, dit une chose claire, il dit, voilà, ce que c'est que la modernité, enfin lui il dit ça, la philosophie des Lumières, ce que sont les Lumières, c'est sortir l'homme de toutes les tutelles. Donc c'est clair, il faut garder ça en tête, c'est juste ça. Mais sortir l'homme de toutes les tutelles, le texte lui-même ne va pas plus loin, finalement. Il dit quand même par la raison. Voilà, oui, mais justement. Alors ça, c'est là où je veux en dire, mais il le dit sans expliciter. Mais en réalité, ce texte, il est indissociable du reste de la philosophie de Kant, qui est entièrement fondée sur l'idée qu'on ne peut pas se passer de ce qu'il appelle un objet suprasensible, c'est-à-dire une transcendance qui n'est pas... C'est-à-dire que le donné ne peut pas être entièrement le réel. Il explique, je ne vais pas l'expliquer là, pour des raisons qui relèvent de la théorie de la connaissance, des conditions de possibilité de la connaissance, etc., qui sont très très concrètes. Et ensuite, il explique pour des raisons morales, ce qu'il appelle en termes de raisons pratiques, parce que de toute façon, il n'y a pas de société possible si on ne considère pas que l'autre est
une subjectivité qui transcende ma capacité d'analyse objective de ce qu'est l'individu, etc. Donc c'est juste pas possible. De toute façon, c'est pas possible. Et le problème, c'est qu'on est... Et c'est ça qui justifie la liberté, parce que ça sert à rien de dire « je libère des tutelles, je libère l'homme », si finalement l'homme, c'est juste rien. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à libérer. Parce qu'à ce moment-là, il vaut mieux rester dans son insouciance mécaniquement hédoniste, et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre royaume d'incroyance, que d'essayer de libérer quoi que ce soit. Or, on n'a pas voulu faire ça, parce qu'effectivement, l'homme ne peut pas vivre, si je puis dire, il ne peut pas vivre sans être. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a construit des idées de liberté, mais qui étaient plus souchées sur ce que Kant appelle le postulat de la raison pure pratique. Ce qui fait que on est là à vivre avec ces idées de liberté auxquelles personne ne croit. C'est-à-dire qu'on y croit parce qu'on est obligé d'y croire, parce que sinon on ne pourrait pas vivre, parce que sinon on se tirerait dessus, etc. Mais sur le fond, qualitativement, on ne croit pas qu'il y ait autre chose que la matière et qu'en définitive, etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a plusieurs cycles. Il y a un cycle de matérialisme pur dans lequel on est pris dans une sorte d'enthousiasme forcené, industrialiste, c'est le 19e siècle. Et puis ça aboutit à un truc où l'homme lui-même devient le matériel à modifier. C'est très exactement ce qu'on appelle le néolibéralisme. Le néolibéralisme, c'est lorsque l'homme est adapté par l'industrie. C'est aussi le totalitarisme. Mais qui est adapté, voilà, le totalitarisme. Et puis là, on arrive, moi ce que j'appelle la dernière phase, qui est la dernier cycle, qui est le cycle identitariste, c'est-à-dire que on ne supporte tellement plus la fausseté de notre monde, du monde politique, de tout ce qui est autour de nous, des principes qui sont ressassés, qu'on va être, ce que c'est ce terme que je te disais l'autre jour quand on était en la rue, tu sais, on est au niveau du champ politique dans ce que j'appelle la psychopolitique de l'authenticité. C'est-à-dire que, pourvu que ce soit authentique, c'est cool. C'est-à-dire qu'on va avoir un homme politique qui arrive et qui dit « Je t'emmerde, t'es qu'une connasse. Ah, génial, au moins en voilà un qui est authentique. » C'est-à-dire le type, il a zéro programme, zéro contenu, mais il est authentique. Et donc, on est dans cette espèce de situation où il y a tellement une angoisse par rapport au fait que tout a l'air d'être faux, qu'on recherche quelques signes d'authenticité que ce soit, c'est pour ça que je dis signe et sens, quel que soit le sens qu'ils ont. Et là, c'est un vrai problème, parce que c'est ce qui explique le mépris profond qu'ont la population, parce qu'on n'a pas dit exactement comme ça, mais c'est ça, de la classe politique. Il suffit d'entendre dans n'importe quel débat, discussion, on croit que ça a toujours été comme ça. Non, ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a vraiment un mépris absolu. Pourquoi il y a ce mépris? Ce mépris, il est simple. C'est que nous ne sommes plus capables de croire dans les principes sur lesquels sont fondées, y compris nos constitutions. Mais, donc, nous ne sommes plus capables d'y croire, et nous savons que ceux qui sont au pouvoir, non plus, ne sont pas capables d'y croire. Et donc, nous savons qu'ils font semblant, comme nous, dans notre vie, nous faisons semblant. Donc, nous savons qu'ils font pareil que nous. C'est du solidité. Exactement. Sauf que, pourquoi est-ce qu'on les méprise plus que même notre voisin? Parce que le fait qu'ils fassent de la politique, ça veut dire qu'ils savent que nous savons qu'ils font semblant, mais ils le font quand même. Et donc, on les méprise pour ça. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils savent, que tout le monde sait qu'ils font semblant. Ça va même plus loin, c'est-à-dire c'est à double détente. C'est pas seulement qu'ils savent, non, ils savent qu'on sait qu'ils font semblant. C'est-à-dire ils savent qu'on sait qu'ils n'y croient pas. Mais ils s'en foutent parce qu'ils veulent quand même avoir le pouvoir. Donc on se dit, eux, c'est quand même vraiment les pires. C'est-à-dire qu'on se méprise nous-mêmes, mais par débordement de notre propre mépris de nous-mêmes, nous méprisons les hommes politiques. Donc, on ne peut pas soigner cette situation tant qu'on n'aura pas guéri le mépris de nous-mêmes. Bien sûr. C'est ça, ce que je veux en dire. Et c'est ce qui fait qu'on valorise à ce point les cyniques. Eh bien, exactement. Par exemple, les hommes d'affaires sans scrupules qui réussissent en disant, bah, quand même, ils sont Qui bien. n'étaient pas, comme je l'ai dit hier à mes étudiants, les cyniques antiques. Ouais. Parce que lorsque Diogène dit à Alexandre, dégage de mon soleil, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, justement, toi, tu n'es pas le soleil, ne crois pas que tu es le soleil. Donc c'était une critique qui était fondée sur une forme de transcendance. Le cynique moderne, le cynique actuel, oui, de toute façon, c'est vraiment le cynique qui croit rien, même pas ce à quoi croyait le cynique. c'est la tragédie et la farce. Voilà, Mais pardon. si tu m'autorises avant, je parce que t'autorise, je moi. sais déjà sur quoi tu veux nous emmener après, mais Non, pas tout à fait encore. ah bon. Alors parce que je voudrais revenir là-dessus juste un mot. Le fait, il faut qu'on regagne notre respect, notre propre respect pour nous-mêmes.
C'est exactement, en fait, c'est au cœur de ce que j'ai essayé de tracer dans les 7 piliers, parce qu'en fait, je pense que le seul brin d'herbe dans lequel on peut raccrocher nos ongles sur cette falaise sur laquelle on tombe à pic, c'est celui de la conscience. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs choses en fait qui sont que c'est à la croisée de plusieurs choses. C'est à la croisée, premièrement, du phénomène de transformation personnelle. Vous savez, aujourd'hui, on a tendance à dire oui, le développement personnel, c'est juste le nouvel auxiliaire du capitalisme, ce genre de choses. C'est pas tout à fait faux. C'est en plus un excellent segment marketing qui permet de valoriser de la consommation signifiante. On n'est plus simplement en train d'aller en Thaïlande, on va en Thaïlande faire un stage de tantra. Évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. C'est toujours la Thaïlande, c'est toujours le même bilan carbone. Mais c'est moins grave que le reste. Hein, pour la c'est moins grave que le reste pour la Thaïlande. C'est vrai que j'ai pris un exemple très osé. Mais pour le coup, c'est pas grave. Parce que fondamentalement, ça veut dire qu'il y a déjà un premier élément de démarche personnelle sur le fait qu'il y a besoin à un moment de rentrer dans une réflexivité. Les colibris, une partie de la gauche écologiste, surtout radicale d'ailleurs, vous, Hégémonie, parce que ce sont des égoïstes qui sont retirés de la société, retirés de la politique, et qui en plus n'ont même pas le bon goût de voter Mélenchon à la présidentielle, les colibris participent aussi de ce moment de reconscientisation individuelle sur le sens de quelque chose qui doit faire sens, mais qui pour le moment ne peut faire sens pour eux qu'au niveau individuel. Donc il y a bien ce premier moment-là, et il faut en passer par là, et il faut arrêter de mépriser les gens qui cherchent du sens, y compris dans des trucs qui peuvent nous paraître, pas moi en tout cas, mais qui peuvent paraître absurdes à la rationalité française, du type consommation d'horoscopes, de tarot, etc. Moi j'ai utilisé le tarot initiatique par exemple là-dedans à plusieurs reprises. Pourquoi? Pas parce que je suis un fou furieux qui croit à n'importe quoi, mais aussi parce que la reconquête du symbolique, c'est essentiel. C'est essentiel parce que c'est de la réflexivité, c'est la capacité qu'on a à savoir à se donner nous-mêmes une propre épaisseur. Et c'est la première étape. C'est totalement insuffisant pour faire de la politique. C'est suffisant pour, d'un point de vue individuel, commencer à redonner un peu de sens à l'existence dans laquelle on vit, mais c'est absolument insuffisant pour donner du sens à la politique. Il y a donc besoin de la transformation collective. Et tu l'as très joliment rappelé, à chaque fois que la transformation collective a été au programme, ça s'est très mal terminé. Ça s'est très mal terminé, ça commence à peu près, moi je fais dater ça, non pas du XXe siècle, mais de la Révolution française, qui trouve que finalement les révolutionnaires français sont quand même pas assez révolutionnaires, ils sont encore un peu trop infectés par le judéo-christianisme et l'Église catholique, et donc il va falloir les rééduquer. Alors ça passe par des rééducations sympathiques du type calendrier ou rue, ou des réactions moins sympathiques du type raccourcissement et rééducation. Mais en fait c'est un peu le blueprint pour tout le reste. Quand ceux qui sont animés de la transformation collective et de la générosité qu'elle inspire arrivent au pouvoir et qu'ils se rendent compte que le peuple, comme on l'appelle, c'est-à-dire les gens, comme je préfère les appeler, ne sont pas prêts, généralement ça déclenche soit de la dépression, soit de la violence. La dépression, c'est de la violence qu'on s'adresse à soi-même, la violence, c'est celle qu'on exerce sur les autres. Et ça donne les totalitarismes, les camps de rééducation, le goulag, l'épuration ethnique, etc. etc. L'enjeu dans lequel nous sommes, et l'enjeu de maturité démocratique que moi je pense qui se pose à nous aujourd'hui collectivement, et qu'on ne va pas régler en un temps mandat, c'est pas en 5 ans de mandat que ça va se régler, c'est quelque chose qui demande un investissement au long cours, y compris à l'école, etc., et donc qui ne va pas nous permettre de régler les crises énergétiques. Je suis désolé, c'est peut-être pas exactement pour ça que je peux être utile. C'est justement l'articulation de la transformation individuelle et de la transformation collective, la capacité d'articuler un projet collectif qui soit à la fois respectueux de la liberté individuelle, qui est le plus grand legs de la modernité en fait, mais d'une liberté qui n'est plus une liberté construite uniquement dans la liberté contre des pouvoirs, contre les autres, contre la matière, contre la nature, mais une liberté qui fait qu'on est capable de l'exercer ensemble. Et là je vais même aller beaucoup plus loin parce que je suis quand même écolo. Non seulement une liberté qu'on exerce ensemble entre êtres humains, mais entre êtres non humains aussi. Parce que là aussi, notre liberté, nous l'avons exercée à coups de poing dans la figure de la nature.
à défoncer la terre pour récupérer, pour extraire, des ressources ou de l'énergie, à bouffer 80 milliards d'animaux dont on gâche à peu près la moitié, 80 milliards d'animaux terrestres, d'une façon qui est particulièrement répugnante, etc., etc. Donc il y a bien aussi de l'ordre de notre pouvoir, de notre liberté. Changer notre grammaire du pouvoir, notre grammaire de la liberté, c'est aussi essentiel. Et c'est pour ça cette articulation, pour moi, elle est essentielle et elle est là. Et c'est le grand projet politique des 10, 20, 30, 50 prochaines années. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de résoudre la crise du populisme ou de la crise politique d'aujourd'hui, il s'agit de savoir quels sont les chemins, les lignes de temps que nous prenons pour aller vers quelque chose de différent. Et je termine là-dessus. À un moment, je pose cette question-là. Moi, je suis historien, je suis plus à l'aise avec le passé qu'avec le futur. Mais je suis aussi un grand lecteur de science-fiction. J'aime beaucoup la science-fiction, parce que la science-fiction, elle nous permet de penser le futur au présent. Ce qui est le contraire de l'histoire, qui permet de penser le passé au présent. La science-fiction m'inspire en fait 4 grandes lignes de temps. Alors, la première, je vous la livre, elle est très simple, c'est celle d'ailleurs sur laquelle on est engagé collectivement aujourd'hui, c'est celle de la destruction totale de la planète et de la vie humaine et de la liberté. C'est celle qui nous mène vers une extinction progressive de nos libertés dans une mode un peu chinois GAFAM, et combinée à une plus ou moins grande réduction de notre capacité à habiter cette Terre. Voilà, ça c'est la ligne de temps la plus simple, c'est si on ne change rien, c'est comme ça que ça va se passer. Elle est bien documentée, c'est très Club de Rome, etc. C'est très honnêtement d'ailleurs aussi à la base de mon engagement écologiste il y a maintenant un certain temps. La deuxième, elle est plus subtile, elle est plus embêtante, parce qu'elle est plus difficile à détecter, mais elle existe tout aussi forte. Elle est poursuivie aussi bien par les transhumanistes que par les ordres noirs de la contre-initiation, c'est-à-dire ceux qui pensent que manger des enfants et boire le sang des enfants, ça permet d'avoir du pouvoir, mais ils sont minoritaires, ils alimentent les fantasmes, ils existent, voilà. Ils fournissent aussi des éléments du complot, de l'imaginaire du complot mondial. Alors évidemment, là, on peut les associer aux Juifs, à Hollywood, etc. C'est formidable. Mais il y a bien aussi ce genre de choses, des gens qui sont à la recherche du pouvoir, et les transhumanistes. Et eux, en fait, leur truc, c'est de s'affranchir de la condition humaine. C'est-à-dire de s'affranchir de ce qui fait encore le fait que, riches ou pauvres, on est à peu près tous égaux vis-à-vis de la condition humaine. On a tous un trou du cul par lequel s'évacue de façon plus ou moins sale tout ce qu'on a mangé. Et c'est ce qui fait qu'à peu près à un certain moment d'usure des organes, on va mourir. Du cancer, de la peste, du Covid ou tout simplement d'ennui. Mais on va bien à un moment être là-dedans. Or, s'affranchir de la condition humaine, c'est s'affranchir justement de notre condition biologique et de notre condition de mortel. Et c'est très exactement ce que les transhumanistes recherchent aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui existe. Il n'y a pas besoin de se pencher dans la science-fiction. C'est dans les TEDx en ligne. Ça, c'est les deux, on va dire, les deux lignes de temps assez désagréables auxquelles je pense qu'il faut s'opposer, mais on ne va pas s'opposer en les combattant, il faut s'opposer en leur trouvant des alternatives. La troisième, c'est celle du fait bienveillant. C'est celle de l'humanité incapable de monter en conscience, incapable d'être capable de se prendre en main et donc d'en rentrer dans l'autonomie, et donc qui confie principalement à l'intelligence artificielle le bon soin d'être la bonne divinité, matériellement intransigeante avec toutes nos petites erreurs et toutes nos petites gamineries de gens qui veulent trop manger des ressources, etc., mais qui est fondamentalement bienveillante. Ce que ne sont pas d'ailleurs les monothéismes, ce qui est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'elle arrêterait de nous tester, elle se contenterait de nous dire non, tu ne peux pas manger des fraises en hiver, et si tu le fais, tu auras une baffe. Ou une petite décharge électrique, etc. etc. C'est ça en fait le truc. Et c'est bien parce que c'est une espèce de grand infantilisme. C'est la fin de l'aventure humaine, mais d'une façon, je veux dire, sympathique, utopique. Voilà, on suspend l'histoire, c'est terminé. Puis il y a la dernière, qui est celle à laquelle moi j'aspire, et pour laquelle je considère que l'écologie, la démocratie et un certain nombre de choses, en particulier l'intégration européenne, à terme, sont des étapes sine qua non. C'est celle en fait de la montée en conscience. Alors je sais que quand je dis ça, j'ai l'impression on a l'impression que je suis dans un ashram en Inde, et c'est pas le cas. Non, mais je vais revenir sur autre chose. La montée en conscience, c'est bien la capacité à donner du sens aussi bien à notre existence individuelle qu'à notre existence collective, autrement que par une référence purement religieuse ou purement fictive. Alors, c'est à peu près la même chose. Certains ont essayé. Ouais, pour moi, mais fictive. Attends, certains ont essayé. Ils ont eu des problèmes. Au XXe siècle, autour de William Reich. Autour d'eux De William Reich. Ah, Reich, ah oui. Eh oui.
Et oui, parce que... Je Ah oui, me la doutais brèche. bien que j'allais Voilà. revenir là-dessus. Eh ben, c'est dans tout ce que tu- Marxophonisme. Ouais, si Bah, tu si, veux, quand même. on peut le dire comme ça, mais il y a plusieurs périodes. Et Oui, certains bien ont sûr. essayé... Ah non, mais moi j'aime beaucoup, hein, même il veut fabriquer des objets, la Non, non, spiritualité. mais à la fin, il est dans les... Ah non, moi j'aimais bien même à la fin. Il finit par les questions sensorielles. Ah oui, moi j'aime bien Qui à la est fin. quand même du transhumanisme, Je trouve quasiment. ça hein, intéressant. Ah ouais, mais avec la justement, dimension non, spirituelle. mais- Mais avec la dimension spirituelle. Ok. Ouais. Ça a été essayé par une communauté qui s'appelait AO, Ouais. avec un dirigeant qui s'appelait Tomul, un dirigeant autrichien, où j'avais enquêté là-dessus quand j'étais encore journaliste, même si j'étais toujours militant, mais j'étais journaliste, et c'était une communauté qui s'était implantée un peu en France. Et on a décidé dans le journal que je faisais, qui s'appelait Antirouille, dans les années 70, d'infiltrer les sectes, J'imagine. d'aller faire enquête de terrain directement. Alors, l'enfant de Dieu, tout ce que vous voulez, AO, et puis Mood et tout ça. Et là, on tombe sur AO, et on y va à 2 ou 3, jamais tout seul, hein, parce que on pourrait être pris aussi. Avec William Reichem. Et incroyable, mais vrai. Je ne sais peut-être pas. Aux Et- écrits donnent prise à ça. Et on fait cette enquête, on vit un peu avec eux, et on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas de danger. Bah, c'est- Contrairement à beaucoup d'autres sectes. Parce que tout d'un coup, d'ailleurs, il y a tellement plus de danger que cette histoire-là, quand je parle de ça, je parle à des gens qui ont moins de 40 ans, ils disent mais de quoi tu me parles ça n'existe plus. Non, peut-être qu'il reste des traces en Autriche, mais ça n'existe plus. Mais il y avait une tendance à c'était vraiment sur les libertés individuelles, sur les droits de la femme. C'est la femme qui décidait tout. Alors ça, c'est pas les libertés individuelles, c'est les droits de la femme. Oui, mais d'accord, mais c'était rousseauiste. Au sens d'aujourd'hui. Au sens Du Rousseau d'aujourd'hui. Ah oui, c'est rousseauiste. Ah oui, Raphaël, C'est vrai, c'est sérieux. C'est vrai, je me disais, attends, Je te perdais, un peu là. miso. Je te perdais. C'est le problème. Mais c'est vrai que maintenant, Oui, parce Rousseau que, est dépassé Rousseau. parce que Jean-Jacques Rousseau, lui, effectivement, il n'est pas Voilà. très Sandrine Mais on Rousseau. peut dire Non, que pas Rousseau vraiment. a dépassé Rousseau. Pas vraiment, c'est clair. Donc, je disais ça parce qu'il y a des tendances dans ce que tu racontais qui existent dans les conceptions post-Anard, pour être clair. Globalement, Moi, je suis pas post. on est toujours là-dessus. Et je rappelle juste par rapport à ça aussi que les Anards, dont les visions reculent, je me gaffe de le relire, pensaient, comme beaucoup d'autres Anards, que la science nous sauverait, que la science libérerait l'homme. C'est vrai. J'aurais été à leur place au 19e, j'aurais sans doute pensé la même Ils chose. étaient un peu Bah, tu lis positifs. le catéchisme positiviste d'Auguste Voilà, Comte. ils étaient un peu Il va positifs. te sauver. Hein. Exactement. Clairement. Voilà, à toi. Moi, je te répondrai après sur les sectes parce que c'est un vrai problème. Moi, il y a un mot que tu as prononcé que je trouve très intéressant, c'est le mot de scepticisme. Il a dit sceptique. Et je crois qu'il y a deux grandes manières d'être sceptique. C'est-à-dire qu'il y a une forme de scepticisme qui, moi, j'appelle authentiquement moderne et qui ne nie absolument pas la transcendance. C'est-à-dire que c'est une forme de scepticisme qui consiste à a priori, faire le pari que tout est possible, et ensuite examiner. Mais faire le pari que tout est possible, parce que de toute façon, notre naissance n'a pas de sens a priori fini, notre avenir non plus. Le temps ne peut qu'être un débordement imprévu, parce que sinon ça ne serait pas du temps, ça serait uniforme, donc c'est la négation même du temps, enfin, en soi. Donc par définition, il y a une forme de confiance qui doit être la confiance de base dans, j'allais dire, l'impossible, comme certains disent, seul l'impossible est certain. Parce que de toute façon, ce qui arrive, c'est jamais ce qu'on a exactement imaginé, puisqu'on n'est pas capable de programmer, puisque le futur est toujours plus large que le présent, donc il faut avoir confiance dans les grandes largeurs du futur, donc dans le temps, et de ne pas être dans une logique de programmation qui se plante forcément tout le temps. Hein. Et donc ça, faire confiance à la transcendance du temps. Mais le véritable scepticisme, c'est celui qui accepte a priori pour pouvoir juger librement, justement ensuite. Et le problème du faux scepticisme, c'est celui qui refuse a priori, donc qui se rend de plus en plus étroit, ouais, et qui prétend qu'il refuse, c'est-à-dire il refuse ce qu'il voit comme étant impossible. En réalité, qu'est-ce qu'il fait? Il met préalablement les choses dans des cadres théoriques, qui sont comme des tiroirs, dans lesquels
Tout ce qui ne rentre pas, il appelle ça hasard. Il se prétend cartésien. Exactement. Tout ce qui ne rentre pas dans les tiroirs qui sont des tiroirs préconçus par les campagnes de guerre, le monde préconçu, dès qu'il y a un truc qui rentre pas, qui est trop grand dans le réel, par exemple, il dit, il l'élimine. Et il dit, c'est pas scientifique. Et c'est ça tout le problème du positivisme. Et c'est ça tout le problème du positivisme, c'est-à-dire c'est une forme de scepticisme qui en réalité est fondée sur une sorte de croyance naïve et bêtasse dans la totalité du fait qui me serait présenté comme ça en face de moi et qui attendrait les choses. Et ça a des conséquences énormes, du point de vue, par exemple, justement, du rapport à la spiritualité, aux religieux, etc. Parce que dans le premier cas, c'est le véritable Paris moderne. Le Paris moderne, c'est une société où on est rationnel, mais sans être rationaliste, et on sait que l'impossible peut se réaliser, donc on fait ce pari de l'impossible, et donc c'est ça la notion de progrès. Le progrès, c'est de surmonter mon préjugé, y compris sur la matière. C'est le contraire du programme, en réalité, le progrès, alors qu'aujourd'hui, ce qu'on entend par progrès, c'est le programme. En tout cas, les transhumanistes, en fait, c'est du programme, c'est pas du progrès, c'est de la négation du temps, même, puisque c'est ramener le futur au présent. Et on a cette position, et on a l'autre position, qui est en fait une position étrange, parce que elle est en théorie sceptique. En réalité, elle est prête à accepter n'importe quoi pourvu que ça c'est l'apparence d'une positivité, du positivisme, du rationalisme, etc. Et ce qui fait d'ailleurs que les sectes, justement, si on commence même dès le 19e siècle, les plus folles du 19e siècle, en réalité, elles se justifient au nom d'un rationalisme, ne serait-ce que par exemple le mouvement spirit. Le mouvement spirit, il prétend objectiver l'âme du défunt. L'objectiver, c'est-à-dire qu'il dit, c'est pas, alors que Kant dirait non, c'est un objet suprasensible. Alors que non, on dit, il y a une sensibilité, je sais ce que c'est, je vais le cerner, je vais le découper, je vais en faire une théorie observationnelle. Et on va faire tourner la table. Je vais observer l'inobservable pour en faire en même temps un fait, etc. Et on remarque qu'en réalité, c'est la société que nous avons construite, c'est ça le produit, c'est la société du scepticisme extrême, et ce que j'appelle le scepticisme négatif, et en même temps de la crédulité extrême. Les deux à la fois. C'est-à-dire il y a eu comme une sorte de déchirure totale entre les deux. Alors que ce que proposait la modernité, c'était de sortir de l'a priori d'une transcendance imposée, tradérée par tradition, transmise, unique, mais de créer un nouvel équilibre avec une transcendance qui reste transcendante, c'est-à-dire qui reste ouverte sur l'avenir, sur toutes les possibilités, et qui puisse faire usage de la rationalité, mais dans un deuxième temps, pour sélectionner et ce qui est le plus efficace, le moins efficace, etc., tout en gardant à l'esprit que de toute façon, c'est pour ça que Kant distingue phénomène de noumène, que ce n'est que de l'ordre des phénomènes, c'est-à-dire de ce qui apparaît. Et ce qui est de l'ordre de ce qui apparaît suppose qu'il y a quelque chose qui n'apparaît pas, ne serait-ce que ce qui justement apparaît. C'est-à-dire que si je dis que les choses sont une projection de quelque chose, c'est qu'il y a bien quelque chose pour le projeter. Et ce quelque chose, je ne peux pas le connaître. Je ne rentre pas dans le détail pourquoi est-ce que Kant dit que c'est lié à la perception, qu'on ne perçoit les choses que par synthèse. C'est-à-dire A, c'est ma subjectivité, B, c'est le mur. Et en fait, je ne peux pas percevoir le mur parce que sinon le mur, il serait dans mon œil. Mais il n'est pas dans mon œil, il ne peut pas rentrer dans mon œil. Donc ce que je vois, c'est comment dire, quelque chose, je ne veux même pas le dire à partir des théories de la perception actuelle, de manière générale, de dire, c'est justement quelque chose qui est le croisement, qui est rendu possible par l'interaction entre ma subjectivité et le mur. Mais de ma subjectivité en tant que telle et du mur en tant que tel, je ne peux rien dire. La seule chose où je peux dire quelque chose, c'est C. C'est-à-dire que A plus B, ça donne C. Et C, c'est quoi? Ce sont les phénomènes. Et alors là, je peux être entièrement rationnel sans jamais blasphémer. Par contre, je ne peux jamais déduire à partir de C la nature de A et la nature de B. C'est impossible. C'est-à-dire, en gros, pour le dire de manière simple, je prends un microscope, c'est ce que j'appelle le fétichisme du microscope. Je grandis 10 millions de fois cette partie. Et sous prétexte que je vois des choses de plus en plus petites, je dis c'est de plus en plus vrai. Pas du tout, c'est du fétichisme du microscope. Je ne vois pas de plus en plus vrai. Je vois, comme dirait Husserl, je change de perspective. Et donc je vois une perspective tout à fait différente qui me prive de la perspective d'ensemble. Et donc je change chaque fois de perspective. J'ai beau faire ce que je veux, je change chaque fois de perspective. Ça c'est un excellent argument pour remettre de la philosophie à tous les étages de l'école. Dès la maternelle. Dès la maternelle. Non mais
je déconne, mais c'est Mais moi, vrai je que, déconne pas. c'est Donc scepticisme positif, mais, donc spirituel. en fait, il y a quelque chose, alors ça c'est spécifique à l'histoire de France et à l'histoire de la République française. Mais ça peut se retrouver aussi parce qu'il y a dans d'autres formes, dans d'autres cultures. On est aussi, parce que je sais que tu voulais parler de la laïcité, c'est très intéressant parce que On va finir là-dessus. moi ça me permet de parler de l'école. Il est 20h. Moi ça me permet de parler de l'école. On a fait un petit bouquin sur l'école il y a 2 ans avec mes camarades. Parmi les choses auxquelles on tenait beaucoup, c'était effectivement de changer notre grammaire de l'école aussi, donc remettre de la philosophie, mais aussi de la pratique du corps, etc. Mais parce qu'il y a besoin, en fait, dès l'école, de se poser la question de qui suis-je. On ne peut pas laisser la question de la construction de soi aux grandes crises du monde adulte, au moment où on s'effondre dans la dépression parce qu'on est en burn-out. C'est impensable de continuer de vivre sur une société qui n'attend pour se poser la question, dont les individus n'attendent pour se poser la question de qui ils sont, ce qu'ils font dans le monde, et leur articulation avec eux-mêmes et avec les autres et avec la planète, que dans les moments de crise personnelle. Ou éventuellement, s'ils ont subi ou reçu une éducation religieuse ou une éducation, on va dire, un peu stricte, quelque chose dont ils ont hérité. Donc une tradition, qu'elle soit familiale ou politique, c'est la même chose. Moi, par exemple, j'ai évidemment une éducation, j'ai eu absolument aucune éducation politique. J'ai dû me la construire, mon éducation politique. Donc des conneries, j'en ai faites évidemment, des trucs un peu baroques, j'en ai fréquenté, mais finalement, progressivement, ça s'est décanté. Et ça s'est décanté parce que ce qu'il y avait derrière, c'était à peu près toujours la même idée de comprendre la marche du monde. Comprendre, me faire une boussole pour pouvoir m'orienter sur l'océan du monde et pas n'importe où. Et moi j'en viens, mes camarades qui à 18 ans avaient déjà reçu une éducation communiste ou catholique qui leur disait, bah voilà, faut penser ci, faut penser ça, comme ci, comme ça, et puis tu verras, il n'y a pas trop de surprises dans la vie, etc. C'est fascinant. C'est des gens qui avaient réponse à tout, qui avaient des façons de répondre vachement plus élaborées que moi, celles que je pouvais balbutier en fait. Mais au fond, au bout du compte, on n'est pas là pour savoir des choses, on est là pour les découvrir. Donc il y a bien tout ce travail d'initiation et de cheminement progressif. La chose dont nous devons absolument nous débarrasser, c'est le fait de croire qu'il y a une nature humaine prédestinée et prédéterminée. Nous ne sommes pas plus des bons sauvages que des loups pour l'homme. Hobbes et Rousseau sont aussi ignorants l'un que l'autre là-dessus. Et à côté de ça, si on était vraiment des loups pour l'homme, on serait beaucoup plus pacifique. En plus. Oui, on vivrait en meute. Exactement, on vivrait en meute, etc. On aurait une régulation de la violence, voilà, André Lawrence. Sauf le loup solitaire qui a été viré par les autres. Voilà, c'est un truc de chinois. Ouais, celui-là, il... Non, mais sérieusement, en fait, tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Ça veut dire que lui, on est complètement pénétré de préjugés sur la nature humaine. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on arrive et qu'on dit, par exemple, on va terminer là-dessus, l'écologie. On arrive, on dit, bah voilà, ça serait bien quand même qu'on développe une autre forme de relation avec nous-mêmes, une autre forme de relation avec la planète, une autre forme de relation avec les autres. Ça serait bien qu'on arrête de piller les ressources, qu'on arrête d'asservir les peuples, de déforester, etc. Peu importe, vous voyez à peu près de quoi je parle. Et les gens vous regardent, font, mais vous êtes naïfs, vous comprenez rien à la nature humaine, la cupidité, la stupidité, etc. Enfin voilà, vous connaissez à peu près aussi le contrepoint. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de projection? D'abord, ça c'est plutôt une pensée de droite, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Oui, vous êtes naïf parce que vous croyez que tout le monde est gentil, mais on est quand même de plus en plus nombreux et peut-être que les institutions qu'on va être obligé de créer vont nous pervertir. Là, c'est la version de gauche, mais bon, c'est à peu près la même chose. Une croyance, un préjugé dans la nature humaine, c'est le début en fait d'une politique idéologique, d'une politique économique, fondée sur la charité ou fondée sur le fait de marche ou crève, donc qu'elle soit libérale ou socialiste. C'est le début d'une pensée religieuse aussi, gale ton pain à la sueur de ton front, ou bien la dignité de toute façon, même si t'es le dernier des imbéciles. Tout cela, en fait, ce sont des préjugés. Je pense que nous gagnerions énormément, y compris et surtout d'abord à l'intérieur de nos systèmes scolaires, à remettre cette indétermination de l'être humain, cette nécessité de devoir cheminer pour se connaître, se comprendre, tiens, l'oracle, c'est ce petit surnom que j'ai donné à Jean-Luc il y a quelques années maintenant. Mais l'oracle dans Matrix, c'est exactement ça qu'elle fait. L'oracle dans Matrix. Elle dit à Neo qu'il n'est pas
l'élu, alors qu'en fait il l'est, et c'est parce qu'elle lui dit qu'il ne l'est pas qu'il le devient. Vous voyez un peu dans quel degré de perversité de ressources humaines. Mais la détermination du réel, en fait. Et exactement. C'est-à-dire qu'il y a besoin, en fait, nous avons besoin tous individuellement de cheminer en tant qu'individus libres et de nous construire. Moi, je vais la parce que j'ai tellement bu. Ouais. Et c'est, je crois, en fait, la clé, en fait, du programme, je ne peux plus utiliser ce mot-là, du projet politique partagé dans lequel on doit être aujourd'hui. Et ensuite, et c'est pour ça qu'il y a CPI, mais c'est pour ça qu'il y a aussi l'écologie d'esprit, c'est pour ça qu'il y a le rapport à la démocratie, mais tout doit être pensé autour d'une redéfinition de notre rapport avec nous-mêmes, avec les autres et avec la planète. Et là, en menant à la fois transformation individuelle et transformation collective, on pourra redonner du sens à la politique et bâtir des projets collectifs communs. Voilà. Alors, on a perdu Raphaël pour la Il va revenir. Je reviens là-dessus rapide. On entend tout. L'une des divergences que j'ai eues avec mes camarades verts, je n'ai pas eu de divergence, c'est que je pense que l'écologie ne répond en rien à la démocratie. Elle peut même être terrifiante, mais ça c'est de l'extrémisme. Et c'est un des gros problèmes. Et tu le disais hier, l'écologie au départ c'est une matière scientifique, qui est de base scientifique, qui sont sur les rapports homme-nature, peut-être nature-nature d'ailleurs, animaux-nature, enfin et ainsi de suite. Et donc dans ce cadre-là, c'est bien le problème des écolos, quel qu'il soit d'ailleurs, pas qu'en France, hein. C'est de répondre à cette question, je ne suis pas sûr qu'il y ait de réponse, qui est en quoi une politique écologique, une formation écologique peut répondre à la démocratie. Et à ce niveau, si on ne sépare pas les deux, je pense qu'on se trompe. Et c'est bien le problème sur lesquels nos amis verts de toutes les différentes formations dans le monde s'affrontent à cela. Et pire que ça, c'est bien le problème qu'ils ont en interne. Mais merci Jean-Luc de rappeler, en fait, j'ai dit que c'était une science, et j'ai rajouté aussi immédiatement hier que c'était aussi une conscience. C'est une science et une conscience. En fait, c'est la punchline que j'aime bien, c'est que c'est la réponse à Rabelais. Rabelais nous a laissé avec science sans conscience, etc. Ça fait 5 siècles qu'on est là, qu'on se demande un petit peu ce que ça veut dire. D'ailleurs, on a résolu la question en ne la traitant pas. C'est-à-dire qu'on s'est utilisé uniquement à la science, puis la conscience, ça viendra éventuellement un jour, et puis zut, on a fait péter une bombe, et voilà. Nous sommes devenus les destructeurs du monde, nous sommes tous des fils de pute. C'était les deux phrases de Oppenheimer et du général chargé du programme Manhattan le lendemain de l'explosion de la première bombe américaine. On a besoin des deux. On a besoin de la science. Et c'est vrai qu'un certain nombre de nos camarades, même ceux d'ailleurs qui sont scientifiques, ont tendance à oublier que l'écologie est une science. Mais on a besoin de la conscience. On a vraiment besoin de la conscience. On a besoin de la conscience du vivant. C'est quelque chose c'est quelque chose qui s'expérimente. Je dis toujours que l'Europe, c'est pas une connaissance, c'est une expérimentation, c'est une expérience de dépaysement, etc. L'écologie, c'est un peu la même chose. S'il n'y a pas eu un moment, une connexion qui s'est faite, et c'est pas nécessairement aller se promener pieds nus dans la nature, parce que ça, franchement, on n'est pas obligé d'aimer. Mais ça veut dire, oui, mais on n'est pas obligé d'aimer quand même. C'est froid, c'est ça. Enfin, non, mais ça dépend du temps. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quelle que soit la façon dont on connecte, que ce soit... Tu as parlé d'Élisée Reclus. Moi, j'aime bien parler d'Aldo Léopold. Aldo Léopold, d'ailleurs, c'est magnifique. Aldo Léopold, en plus, il est chasseur, tu vois, pour les écolos, c'est pas top. Hein. Mais, pas de chasse. S'il n'y a pas de chasseur, il n'y a pas de sanglier. Voilà. Bon, il y a des loups. Mais bon, bref, Aldo Léopold décrit... Rousseau était là. Aldo Léopold décrit la nature. Aldo Léopold décrit la nature avec des mots d'une poésie et d'une puissance qui font qu'on n'a même pas besoin d'être là-bas. C'est l'almanach du Comté des Sables. En plus, la traduction qui en a été faite là récemment, je ne sais plus par quelles éditions, vraiment, allez-y, c'est une très très belle traduction, aussi poétique que l'original. Je vais y pencher. Mais voilà un exemple. On n'est pas obligé donc de vivre tout nu comme un ermite dans la forêt pour faire l'expérience dans la nature et du vivant. L'expérience et la conscience du vivant, c'est des choses qui peuvent passer aussi par le biais de la littérature,
qui peuvent passer aussi par la philosophie. L'important, c'est d'avoir cette conscience, c'est-à-dire du fait que nous ne sommes pas l'alpha et l'oméga de la planète. Que le monde n'est pas centré déjà sur notre nombril, ça mais c'est déjà difficile à reconnaître, mais sur notre nombril humain. Il y a en fait des habitants sur cette planète qui n'ont pas nécessairement plus demandé que nous à être ici, et dont la conscience de leur présence est aussi nécessaire que la conscience de mon voisin ou de la voiture d'à côté si je veux changer de fil. C'est très juste. Non mais c'est sérieux, parce Mais qu'on a tendance sérieux. à considérer... La notion d'anthropocène, Voilà. elle est quand même anthropocentrique. Complètement. C'est-à-dire que le seul fait de dire l'anthropocène fait une sorte de... D'accord, je sais qu'on le dit pour des raisons... mais néanmoins, je trouve qu'il y a quelque chose qui relève d'une prétention incroyable. Alors que si ça se trouve, oui, effectivement, peut-être qu'il y a quelque chose qui va être détruit sur la planète, mais avant tout, c'est l'écosystème qui nous permet d'exister. Exactement. Mais si ça se trouve, d'autres choses existeront, sauf nous. Voilà. Après l'anthropocène, on a alors le néganthropocène, hein, c'est-à-dire l'âge sans homme. Non, mais pour conclure, parce qu'effectivement, il faut libérer tout le monde. Je veux dire 2 mots sur la laïcité parce que j'ai des choses à dire. J'ai un truc à voir si vous êtes d'accord avec ça. Ah bah Ok, moi, je alors, suis tout le temps d'accord avec ce que peut dire Jean-Luc. J'ai vu que jusqu'à présent, il a été un parfait oracle. Je ne vois pas pourquoi ça changerait. Ouais. Ok, alors. Tu me permets Vas-y, je t'en prie. Bon. Moi, je voulais terminer sur un truc. Tout le débat sur la loi de 1905, je le dis puisque c'est enregistré et que si ça peut circuler, c'est pas mal. J'ai revisité, grâce à un film qui s'appelle La séparation. C'était excellent. Le verbatim total des débats à l'Assemblée nationale. Alors, excusez-moi, mesdames, c'est très masculin, puisqu'à l'Assemblée nationale, il n'y avait que des députés. Donc c'était que des hommes. Bah, les femmes n'avaient Mais pas le droit de voter. le déjà, débat, donc, encore moins d'être... le débat est en verbatim, complet. C'est un débat qui dure des semaines, qui se règle à un moment donné sur un compromis, Dans et non pas une dans lequel Jaurès fait preuve de plus de compréhension. et de Pour la spiritualité. et de quel le représentant catholique, élu catholique, celui qui dirige à l'Assemblée, en tant que curé, il est prêtre, en soutane, il est là, et il dit à un moment donné, Jaurès dit aux extrêmes laïcards, dit maintenant, nous sommes arrivés au compromis. Ce curé ou ce prêtre dit aux autres, aux extrémistes de son camp, nous sommes arrivés au C'est compromis. magnifique, je sais ce que Et vous dites. quand on regarde ça, je veux arriver à la conclusion de ça. Et je ne vois pas, parce qu'il y en a qui disent qu'il faut changer la loi de 1905, il faut la traficoter, il faut rajouter, il faut enlever. La toiletté, je Et sais pas. quand on regarde ce débat, quand on écoute tous les débats, je ne vois pas en quoi, par rapport aux religions, par rapport aux sectes, par rapport à tout ce qu'on veut, on peut enlever quoi que ce soit. Et on peut rajouter quoi que ce soit qui Je suis tout à fait d'accord. ne permettrait pas aux bouddhistes, aux musulmans ou à d'autres, les bouddhistes ne sont pas les plus casse-pieds, puis tu connais mieux que moi en bouddhisme. Ah oui, il a vraiment fait le job. Eh oui, excuse-moi. J'étais un politique, et pas forcément oracle, mais sur les verts, oui. Mais j'ai fait aussi 25 ans de journalisme. Ouais, je vois. C'est un peu d'histoire. Pas de bons journalistes, hein, parce que les journalistes aujourd'hui, Non, laisse parfois, tomber. ils arrivent- On fera ça un autre sujet. Ouais. Donc, voilà, je voulais finir là-dessus sur le côté. Ne touchons à rien par rapport à cette loi de 1905. Elle répond. C'est incroyable. Hein, c'est 1905, c'est le début du 20e. Elle répond absolument à toutes les logiques. C'est une loi incroyable. Qui pourrait se poser. Il n'y en a pas 10 000. Hein. Ah ouais, je sais, elle est incroyable. Et- La loi est... je voulais dire à l'ensemble du public qui nous regarde. Non mais tu sais quoi, Jean-Luc, c'est une très bonne conclusion, parce que je pense qu'on va être d'accord avec toi. Bah, J'ai vu Raphaël opiner du chef et du sous-chef. J'ai lu. Mais ce qui est bien, en fait, c'est que ce que tu nous offres, c'est en fait le cadre pour développer ce travail de conscience, en fait, il existe déjà. Le cadre législatif, il existe déjà. On n'a même pas besoin de se débarrasser de quoi que ce soit. On a tout ce qu'il faut pour commencer à mettre en place les outils qui vont nous permettre de sortir de la crise de saturation, de la crise du moment populiste, de cet effondrement, en fait, de nos croyances partagées, pour pouvoir rebâtir quelque chose qui fasse sens et qui fasse société. Ouais. Donc, merci. Et attention à l'attaque sur ces grandes lois qui sont attaquées de Bien toutes sûr, parts, justement. Par ceux qui, justement, considèrent qu'elles vont passer dans leur sens. Et
dans quel sens elles peuvent aller Dans le leur. Le sectarisme d'un côté, le sectarisme d'un autre. Exactement. On repart à zéro et on repart sur des guerres de religion. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. beaucoup. Voilà. Merci à vous. Bah, c'est nous qui applaudissons votre patience. Voilà, merci. Merci d'avoir été un public.